Bonsoir, bienvenue à cette e-réunion Le Revenu Crédit Agricole avec Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA. Philippe Brassac, bonsoir. Bonsoir Lionel, bonsoir à toutes et à tous. Merci de participer à cet échange. Alors, votre plan stratégique précédent devait s'achever à fin 2019. Vous avez atteint vos objectifs avec un an d'avance. Quel bilan tirez-vous de ce plan précédent ? Un an d'avance, c'est donc un bilan très positif. Je pense qu'on a surtout bénéficié de la stratégie que nous avions adoptée, c'est-à-dire au fond définir un plan que nous avions vraiment entre nos mains. Priorité à la croissance organique, aux synergies internes, à notre attractivité pour être consolidateur avec les métiers du groupe. Tout ceci a fait que nous avons pu dérouler tout ce que nous avions dit avec croissance organique qui a été présente. On a accru notre fonds de commerce de plus de 700 000, quasiment clients supplémentaires sur le retail France et Italie. Synergie de revenus, quelques-uns doutaient. On avait dit qu'on ferait plus de 1 milliard supplémentaire de synergie de revenus. On les a fait. Et puis, les plateformes métiers de notre groupe, Amundi, CACF, KCI, Crédit Agricole Assurance, on n'a quasiment pas passé un semestre sans qu'on ait annoncé un partenariat supplémentaire sur les métiers du groupe. Alors, vous avez présenté début juin un nouveau plan à l'horizon 2022. Aujourd'hui, quelles sont les lignes directrices de Crédit Agricole et du groupe Crédit Agricole ? En fait, on a présenté un plan qui a cette particularité d'être réellement décliné tout de suite sur les 3 grandes facettes au fond qu'adresse une entreprise. Qu'est-ce qu'on va apporter à nos clients ? Qu'est-ce qu'on va apporter à nos équipiers, nos collaborateurs ? Qu'est-ce qu'on va apporter à la société ? Alors on fait relativement banal, mais c'est très puissant quand vous réalisez le banal, parce que sur le projet client, on dit rien de plus, rien de moins qu'on va être dans l'excellence relationnelle. On va être la banque préférée de tous nos segments de clientèle, et ça sera mesuré. Sur nos collaborateurs, nos équipiers, on a la conviction intime que la digitalisation va s'accélérer et qu'elle ne va pas faire disparaître la valeur ajoutée des hommes et des femmes, mais qu'elle va la transformer. Il faut mettre maintenant de la responsabilité en proximité, accessible pour nos clients. Donc, c'est une transformation qui est très importante. C'est un projet qui est très enthousiasmant et qui est forcément très long. Et le projet sociétal, pour nous, c'était l'occasion de tourner la page, vous savez, de ces présentations où avant, vous faisiez le business et après, vous présentiez vos plans RSE. Maintenant, on met clairement au cœur de nos business tous ces sujets qui adressent à la société, sur l'inclusivité, sur les transitions énergétiques, sur la protection de l'environnement. Et tout ça, ça fait un unique plan que nous avons présenté aux investisseurs début juin et puis sur lequel nous avons ensemble, le 18 juin, donc il y a très peu, cette semaine, organisé un congrès de groupe pour décliner concrètement comment nous allions nous y prendre. Alors justement, vous évoquez cette inclusion des objectifs financiers, des objectifs sociaux. Le plan s'accompagne de la définition d'une raison d'être. Quelle est la raison d'être du Crédit Agricole aujourd'hui ? La raison d'être, nous l'avons rédigée, il y en a 2 pages, parce que je pense que quand on est dans un groupe aussi important, aussi volumineux, aussi long que le nôtre dans le temps, on n'écrit pas ça sous forme de slogan, mais ceci étant, on peut la résumer assez facilement. Nous avons écrit que nous voulions agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société ou des sociétés dans lesquelles nous travaillons. On peut dire que c'est une affirmation banale, mais quand vous êtes sincère, quand vous prenez cet objectif-là et que vous dites maintenant je le décline vraiment de plus en plus, c'est en fait extraordinairement ambitieux et c'est une très belle boussole dont on s'est redoté collectivement dans le groupe. Entre le plan que vous aviez présenté en 2015... Le précédent plan, c'était 2016. C'était 2016, ouais. Et celui que vous venez de présenter il y a quelques jours. Qu'est-ce qui a changé dans les conditions économiques que vous constatez, les conditions financières, et comment ça a influencé la définition de vos objectifs ? 2016, on faisait l'hypothèse, par ailleurs exacte, que nous allions avoir un monde plein d'incertitudes. Mais pour être honnête, nous pensions que c'était des incertitudes un peu de transition, que nous passions d'une période de post-crise à la recherche de nouveaux équilibres, de nouveaux mécanismes. Nous pensons aujourd'hui que ces incertitudes sont structurelles. Et elles le sont, parce que domine sur la planète pour longtemps sans doute cette battle entre les USA et la Chine, dont on voit que les premiers épisodes, qui est celle du leadership mondial, et ça, le mot est un peu compliqué, mais ça démultilatéralise la planète, ça casse un certain nombre de règles du jeu international. Donc nous considérons que ce monde aujourd'hui est moins lisible, il est moins structuré, donc il faut adopter des stratégies qui soient réellement structurellement plus prudentes, ce qui ne veut pas dire moins ambitieuses, mais ce sont des stratégies du coup qui partent systématiquement
des savoir-faire que nous avons acquis et des territoires que nous maîtrisons déjà. Je pense que fondamentalement, en termes d'état d'esprit, c'est cela. On s'adapte à un environnement qui est plus court en termes de lisibilité. Ça n'empêche pas d'être ambitieux. Dans le plan précédent, on était très prudent. On est quand même revenu dans les 10 premières banques au monde par le développement de ce plan-là. Les internautes qui nous suivent en direct avaient la possibilité, lorsqu'ils se sont inscrits, de vous poser des questions. On avait une question de Padmini Vendreau qui vous demande quels sont les surcoûts qui sont liés aux contraintes réglementaires. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de règles européennes s'appliquer sur les banques. Quels sont ces surcoûts et quel impact ça a sur vous ? Si on parle d'impact, je pense que pour un groupe comme le Crédit Agricole, qui, une nouvelle fois, est la 10e banque mondiale, on est la première banque en France, on est le premier assureur en France, on est le premier asset manager en Europe. En réalité, on est quand même, on va le dire entre nous, à la tête du peloton, donc tout ne vient pas nous impacter comme d'autres pourraient être impactés. Je pense que l'impact le plus lourd est réellement ce paradigme aujourd'hui d'exigence prudentielle en termes de solvabilité de fonds propres. Pour prendre une image, c'est un peu comme un nœud coulant, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas que les niveaux réglementaires à respecter. Au fond, il faut toujours être best in class. Et finalement, quand vous regardez sur une dizaine d'années, on estimait il y a une dizaine d'années que les fonds propres nécessaires dans une banque, c'était 4, 5, 6%. Aujourd'hui, vous allez voir comme, au fond, chiffre dominant, quelque chose entre 20 et 24%, dès lors qu'on prend les fonds propres, plus les quasi-fonds propres, du TILAC et du MREL. Et donc, cette énorme, au fond, augmentation des exigences prudentielles n'ont pas d'impact sur les prix, parce que tant mieux pour nos clients, le niveau concurrentiel est tel qu'au fond, on ne peut pas répercuter ces exigences supplémentaires dans les prix. Par contre, je pense que ça a un impact sur la nature du financement de l'économie. Nous passons notre temps à essayer d'abaisser les risques weighted assets, donc les risques pondérés qui exigent des fonds propres, et si on les abaisse, ce qui est évidemment très apprécié par les superviseurs, en réalité, ça veut dire qu'on fuit les risques les plus élevés et que d'une certaine façon, on finance de moins en moins certains risques qui sont quand même sans doute nécessaires au renouvellement de l'économie. Je pense que le prix que paye aujourd'hui l'économie est essentiellement là-dessus. Alors, avant de rentrer dans les détails du plan qu'on va pouvoir commenter, je vous propose de consacrer quelques instants à une vidéo qui explique les objectifs financiers de ce plan. Pour bien comprendre nos objectifs financiers, il faut d'abord les resituer dans leur contexte. À savoir, un environnement économique incertain dans lequel nous avons proposé plusieurs hypothèses. Une croissance modérée, une remontée prudente des taux, une normalisation du coût du risque. Quant à l'environnement réglementaire, il reste toujours complexe et exigeant. Le groupe Crédit Agricole reste l'un des plus solides et robustes parmi les groupes financiers systémiques européens. Et les notations du groupe auprès des agences de rating en attestent. Notre stratégie financière est de continuer à renforcer cette solidité et de maintenir une gestion prudente de la liquidité en augmentant nos fonds propres, gage de la solidité financière de l'ensemble du groupe. Nous allons sécuriser la rentabilité de Crédit Agricole SA grâce à la forte dynamique de tous les métiers et les synergies additionnelles que nous dégagerons. Les revenus du groupe CASA devraient ainsi croître de façon équilibrée entre les pôles. La poursuite de la maîtrise des charges permet de viser un coefficient d'exploitation à moins de 60% en 2022. Et le résultat net du groupe CASA devrait être en progression de 3% par an en moyenne pour atteindre plus de 5 milliards d'euros en 2022. La solvabilité ainsi dégagée permettra de dénouer pour moitié d'ici fin 2022 la garantie switch accordée par les caisses régionales. Il sera ainsi possible de franchir une nouvelle étape dans la simplification de l'organisation financière du groupe, tout en maintenant le ratio Core Tier 1 de Crédit Agricole SA au-dessus de l'objectif de 11%. D'ici 2022, cette trajectoire financière prudente et sécurisée nous assure une bonne agilité au service du développement du groupe. Le PMT Ambition Stratégique 2020
avait permis d'atteindre un haut niveau de rentabilité. Ambition 2022 vise à confirmer, à prolonger et à sécuriser cette situation. Ça fait beaucoup de chiffres. Quelques chiffres il y en a quelques-uns qui frappent, bien évidemment. C'est cet objectif de 5 milliards d'euros. Vous venez de 4 milliards d'euros de résultats nets à fin 2018. 4,4. 4,4. Ce milliard, ces 600 millions de résultats nets supplémentaires en 2022, qui sont si difficiles que ça à aller chercher pour un groupe comme le vôtre? Ils sont toujours difficiles, d'autant qu'il faut toujours commencer par le premier. Vous savez, vous n'êtes pas sur le 4 et ensuite il ne resterait plus que le dernier étage. Chaque année, il faut renouveler tous les résultats. Donc, je pense qu'il faut souligner que nous avons réussi, post-Eureka, pour ceux qui nous écoutent, Eureka, c'est cette opération où nous avions largement amélioré notre solvabilité grâce à l'opération que les caisses régionales ont fait avec nous, mais qui, au fond, fait que depuis Eureka, nous ne mettons plus en équivalence 25% du résultat des caisses régionales. Donc, je veux juste souligner que les 4,4 correspondent à 5 et quelques de l'ancien monde. Donc, nous avons ramené Crédit Agricole SA dans un niveau de résultat, de performance, qui est dans des hauts historiques et c'est signe d'excellente santé. Pourquoi on peut viser encore une augmentation? Parce qu'on a un modèle qui, par définition, est un modèle de la banque relationnelle globale, la banque, l'assurance, la prévoyance et les solutions en immobilier et tout ce qui va avec. Je ne prends que le monde des particuliers pour illustrer cela. Et quand vous regardez cela, eh bien, vous voyez bien qu'on a une très belle part de marché en banque, notamment en France, très belle en assurance, mais un peu moins que la partie bancaire, très belle en prévoyance, mais un peu moins qu'eux. Donc, on a une sorte de triangle descendant. Pour faire le rectangle, c'est tout notre potentiel de développement du modèle relationnel. Et on voit bien que ça marche. Nous sommes dans un momentum, dans une dynamique, notamment des assurances, qui est très belle. Et donc, pour nous, dans ce modèle-là, accélérer, amplifier est à notre portée parce qu'il n'y a pas de plafond de verre. On voit très bien dans quel espace on peut continuer à se développer. Et disant que nous devrions arriver au-dessus de 5 milliards, c'est jamais joué d'avance, mais ça nous paraît tenable et ça donne de la lisibilité aux investisseurs. Alors effectivement, il ne faut pas brûler les étapes. Et on a vu dans les chiffres un objectif de 3% de croissance des revenus du produit net bancaire chaque année. On a cette question de Dominique Minier qui vous demande quelles solutions envisagez-vous pour améliorer le PNB, le produit net bancaire, vos revenus, dans un contexte de taux bas. Et on a vu ces derniers jours que, par exemple, les taux bas, c'est une véritable réalité puisqu'on a même des taux négatifs. Donc, quelles sont les recettes pour augmenter les revenus chez Crédit Agricole? On va prolonger et amplifier celles qu'on a déjà utilisées. Je vous rappelle qu'à mi-2016, post-vote du Brexit, nous avons eu un effondrement supplémentaire des taux. Et chacun de dire cela va mettre en danger la réalisation du plan. Non, parce que quand vous êtes vraiment dans un développement global de la relation, que vous gagnez des clients, que vous êtes large, que vous prenez tous les domaines au fond d'activité qui concernent les clients et que vous travaillez réellement votre croissance organique, je rappelle que la croissance organique, c'est la marque des leaders, c'est quand vous battez au fond vos concurrents, eh bien, c'est un potentiel que je n'ai pas qualifié d'illimité, mais qui ne présente pas de plafond à l'instant. Et sur le plan précédent, avec un univers de taux qui était quand même particulièrement déjà bas, nos revenus ont augmenté de plus de 4,3% par an. Donc là aussi, ce n'est pas joué d'avance, mais par notre dynamique commerciale, par notre projet client, nous nous sentons capables de continuer à faire croître le PNB et les revenus. Vous faites l'hypothèse de coûts qui augmenteront moins vite que les résultats, parce qu'on a un effet de ciseau positif. À ramener le coefficient d'exploitation à moins de 60%, ça vous placerait parmi les bons élèves européens? Oui, mais pour le coup, oui, on est déjà pas mal, parce qu'on a baissé de plus de 6 points de coefficient d'exploitation, passant de 68 à 62%, donc la dynamique est là. Mais les investisseurs, ils ne sont pas payés sur le COEX, ils sont payés sur la rentabilité, sur les dividendes. Et donc, il faut faire attention, lorsque vous dirigez un groupe de cette taille-là, de ne pas inverser l'ordre des facteurs. Le coefficient d'exploitation, il faut le tenir bas. Il faut le tenir parmi les meilleurs compétiteurs, et c'est effectivement le cas. Mais il ne faut pas hésiter à investir si pour autant c'est nécessaire. Donc, nous, ce que nous donnons, c'est plutôt une guidance qui nous paraît lisible et crédible sur les revenus, sur le résultat, sur notre politique de dividendes. Et nous savons, et ça de longue date, qu'en même temps, il faut être compétitif. Il faut avoir un cost-income ratio qui soit le plus bas possible. Et dans un groupe décentralisé comme le nôtre,
on est plutôt agile pour tenir la compétitivité de nos activités. Donc, nous pensons pouvoir passer en dessous de 60% dans le trend actuel. Alors, il y a un point sur lequel vous ne voulez pas trop promettre, c'est le maintien du coût du risque, hein, le fait que vous pouvez avoir des emprunteurs qui ne remboursent pas. Donc, le coût du risque, vous vous attendez à ce qu'il remonte. Vous évoquez même jusqu'à 700 millions de coûts du risque supplémentaires en 2022, potentiellement. Vous craignez une dégradation de la conjoncture? Non, ce n'est pas une prévision ni même une hypothèse. Du coup, c'est une mauvaise interprétation de nos communications. Peut-être qu'il fallait qu'on cale différemment. Le coût du risque est très bas et on ne voit pas le début d'un retournement de cycle. On ne voit même plus des signes de cycle. C'est-à-dire que nous tenons notre coût du risque depuis de longues années à un très bas niveau. Simplement, la promesse ou l'engagement que nous faisons aux investisseurs, c'est de dire qu'on a des performances financières qui étaient élevées. Je rappelle qu'on a atteint une profitabilité de 12,7%. On peut encore augmenter notre résultat, mais au lieu de surpromettre, on fait une augmentation, on espère une augmentation qui soit raisonnable et tenable, même si le coût du risque était plus élevé. C'est comme ça qu'on l'a présenté en disant, dans l'hypothèse d'un coût du risque de 700 millions d'euros supplémentaires au milliard que nous avons connu, alors nous pourrions quand même tenir cet objectif. Donc, nous présentons une promesse d'amélioration et une plus grande sécurité pour les investisseurs parce que nous ne faisons pas l'hypothèse d'obtenir ces résultats dans l'excellent niveau de coût du risque actuel. Mais ce n'est pas une prévision et c'est encore moins un objectif. Les internautes qui ont regardé la vidéo ont vu peut-être passer à un moment des mots un peu cabalistiques. Switch. Alors, vous prévoyez d'amender un mécanisme de solidarité, de réassurance entre votre actionnaire principal, les caisses régionales, et la banque cotée Crédit Agricole SA. Quels sont les objectifs de cette opération? Est-ce que c'est quelque chose qui va permettre de mieux comprendre ce qu'est Crédit Agricole? Nous faisons ça d'abord fondamentalement pour l'intérêt financier de nos actionnaires. Je rappelle que nous sommes dans un groupe dont la solidité est excellente. Le core tier 1 du groupe Crédit Agricole, c'est 15,3%. Nous allons monter au-dessus de 16%. Et grâce à cela, nous pouvons nous permettre d'avoir un titre coté Crédit Agricole SA qui cible seulement 11%. Non pas parce qu'on ne pourrait pas faire plus, mais parce que c'est le groupe qui compte. Et donc, à 11%, nous avons un niveau de solvabilité qui nous convient. Nous sommes aujourd'hui à 11,5%. Nous n'avons donc plus besoin de payer autant la garantie que les caisses régionales nous apportent pour prendre en charge une part de la solvabilité et que nous payons grosso modo entre 9 et 9,5%. Donc, en déswitchant, excusez-moi le terme, en le diminuant sans doute de la moitié, c'est notre engagement sur ce plan, nous allons économiser des charges financières pour Crédit Agricole SA et grosso modo, déswitcher la moitié de ce mécanisme, c'est donner une capacité bénéficiaire supplémentaire à Crédit Agricole SA d'environ 100 millions d'euros. Et ça fait partie, au fond, des éléments qui vont consolider notre capacité à atteindre les résultats que nous avons annoncés. J'abordais avec vous la question je ne vais pas employer le terme de complexité, mais de la nature spécifique de Crédit Agricole. On a une question de Claude Renaud qui vous interroge sur la clarification, justement. Est-ce qu'une simplification supplémentaire des relations CASA-caisse régionale ne permettrait-elle pas de mieux valoriser l'action Crédit Agricole? Et je pense qu'on a vraiment simplifié avec l'opération Eureka, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, nous avions une boucle sur nous-mêmes, les caisses régionales actionnaires majoritaires de CASA, qui avaient 25% du capital des caisses et qui garantissaient ceci par un switch. Donc ça faisait une boucle un peu complexe. On a démonté cela aujourd'hui et on a quoi? Un groupe Crédit Agricole SA protégé à l'intérieur d'un groupe extrêmement solide, extrêmement dynamique, qui est très lisible. L'actionnaire majoritaire sont les caisses régionales regroupées sous forme de la SAS. Le reste, c'est le marché. Voilà. Donc nous avons un titre Crédit Agricole SA avec la SAS Rue de la Boétie pour aujourd'hui 56% quasiment. Le reste, c'est le marché. Et nous avons donc une très grande lisibilité sur au fond, les objectifs que nous fixons et la partie en propre de Crédit Agricole SA. On a même réussi à faire en sorte que, du coup, dans les métriques du groupe, vous pouvez maintenant assez bien additionner les chiffres des caisses et les chiffres de CASA pour avoir les chiffres du groupe, alors qu'avant, c'était un peu plus compliqué. C'était un petit peu plus compliqué. Alors, ce qui frappe
quand on vous entend parler de la stratégie de Crédit Agricole, c'est l'importance que vous accordez au métier. Toutes les banques, bien sûr, accordent de l'importance au métier, mais vous mettez l'accent particulièrement là-dessus parce que, notamment, vous dites que la consolidation bancaire européenne passera par les métiers. Toujours est-il que, en ce qui vous concerne, aujourd'hui, quelles sont les priorités métiers de Crédit Agricole? Alors, je ne dirais pas qu'on a des priorités essentiellement centrées sur les métiers. La réalité, c'est que la partie Crédit Agricole SA, ce sont les métiers du groupe, tous les métiers du groupe, et ce sont les acquisitions de banques que le groupe a réalisées dans le temps. LCL, Caribe Parma, Crédit Agricole Pologne, Ukraine, Roumanie, Serbie, Égypte, Maroc. Bon, voilà, je passe sur tout ceci. Grosso modo, Crédit Agricole SA, c'est tout le groupe, sauf les caisses régionales qui sont les banques coopératives et mutualistes. Et du coup, il est hors de question pour nous d'avoir des stratégies par métier ou des stratégies d'optimisation sur le nombre des métiers. Il faut d'abord que les métiers soient reliés, soient au fond bien connectés aux banques du groupe, Crédit Agricole SA également caisse régionale, pour que la stratégie globale soit pertinente. Donc, ce qu'il faut absolument, et c'est ce que nous avons particulièrement réussi à faire sur les 3 dernières années et que nous amplifions, c'est qu'on ait un projet de groupe. Pas du groupe Crédit Agricole SA, du groupe, avec un projet client groupe, un projet humain groupe, un projet sociétal groupe. Voilà. À l'intérieur de ça, il est vrai qu'il y a tellement de communication aujourd'hui sur quelque chose qui ne se fait pas, qui est la consolidation des banques transfrontières, etc., qu'au fond, on finit par oublier que face à des contraintes de plus en plus importantes et des marges de plus en plus faibles, il y a une vraie consolidation par les métiers, sous forme de coopération au fond commerciale ou capitalistique ou d'acquisition. Et ça, c'est un processus qui est en cours, dans lequel Amundi, comme CACF, comme CACEIS, comme Crédit Agricole Assurance, ont beaucoup réalisé d'opérations dans les derniers semestres et les dernières années. Et ça nous fait apparaître finalement comme un champion de la consolidation par les métiers, mais parce qu'en fait, c'est ça la vraie consolidation. Quand vous regardez la taille qu'a pu acquérir Amundi, quand vous voyez que avec CACEIS, nous avons pu passer un très bel accord avec Santander. CACEIS, voilà. C'est votre filiale consacrée de à la conservation institutionnelle. Voilà. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le monde de la finance s'organise en fait pour coopérer sur des plateformes. Et l'enjeu, c'est d'être le consolidateur de référence. Je pense objectivement que nous le sommes, parce que nous sommes un de ces grands groupes, et rares grands groupes, à avoir considéré que nous voulions maîtriser tous les métiers nécessaires à la banque relationnelle, et en même temps, à accepter d'ouvrir tous ces métiers à des formes de coopération. Et ça, c'est extraordinairement puissant. Alors, la banque relationnelle que vous évoquez, bien évidemment, c'est pour un client individuel, c'est souvent l'agence, peut-être de moins en moins. On a une question de Charles Fruchard qui vous demande quelle évolution prévoyez-vous dans les prochaines années pour votre réseau d'agences? Alors, les agences, c'est plutôt les caisses régionales. Malgré tout, vous avez LCL. Donc, comment tout ceci va évoluer au cours des prochaines années? Je suis toujours très étonné quand on nous pose des questions de stratégie sur le nombre d'agences. Le nombre d'agences s'adapte à la stratégie commerciale, à la stratégie relationnelle qui est la nôtre. Et de facto, on le voit bien, ce qui se réalise aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de moins d'agences. Et de facto, ce mouvement de réduction du nombre d'agences, parce qu'on peut les regrouper, parce qu'il y a moins de fréquentation, est naturel. Et on adapte cela finalement à l'existant, à ce que nous constatons. Mais ce qui est très important, ce n'est pas de piloter le nombre d'agences. Avec ça, vous ne faites ni venir, peut-être partir, mais vous ne faites pas venir beaucoup de clients. À l'inverse, ce qui est important, c'est que notre stratégie, que nous avons appelée BMDP, alors c'est un acronyme Made in Crédit Agricole, mais Banque Multicanale de Proximité, c'est ça qu'il faut dérouler. Ça veut dire quoi en français? Que nous nous organisons vraiment pour qu'à tout instant, tout client ait le choix du canal avec lequel il opère avec nous, ou avec lequel il est en relation avec nous. Et nous rajoutons que les équipes d'agences d'hommes et de femmes disponibles et accessibles en proximité sont responsables de la relation globale, que les clients viennent tous les jours, de temps en temps, ou jamais dans l'agence. Cette stratégie, elle marche, elle devient de référence aujourd'hui, parce qu'au fond, elle est inclusive de tous les autres, et ensuite, il faut laisser faire le management et les dirigeants pour adapter le niveau des moyens, le nombre d'agences, au fond, à la réalité des usages des clients. C'est une question de pragmatisme, c'est une question de management, ce n'est pas une question d'intuition stratégique. Crédit Agricole, ce n'est pas la décision qui est prise à Paris et qui s'applique à l'ensemble du territoire. Ah non, c'est le plus local possible. Oui, et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche.
vous avez cité quelques pays dans lesquels le groupe est présent. On a une question de Marc Pierre qui vous demande le groupe envisage-t-il un développement à l'international? Je pense qu'il veut dire aujourd'hui, quelle est votre stratégie à l'international? En fait, on est quand même pas mal à l'international, même si nous sommes d'abord un groupe français qui entend être un groupe européen, présent aux États-Unis et dans les Amériques naturellement, parce qu'il faut être présent sur certains marchés évidemment, un petit peu présent en Afrique, peu en Afrique du Nord, Maroc et Égypte essentiellement, et puis présent historiquement, notamment en Asie, parce que on l'oublie parfois, mais dans nos territoires naturels historiques, il y a l'Asie, avec Indo-Suez. Nous sommes par exemple en Chine, la banque la plus étrangère, la plus ancienne en Chine. Et donc nous avons là-bas un potentiel sur lequel on ne prendra pas trop de risques, mais de croissance incrémentale sur un vaste territoire dans lequel nous pouvons pour le coup être plutôt dans des stratégies de niche, être dans des joint ventures avec des entreprises bancaires qui soient extrêmement solides. Et donc nous comptons, partout où nous sommes présents à l'international, augmenter notre position, là encore de façon prudente, c'est-à-dire plutôt incrémentale, en continuité de ce qu'on fait déjà et en continuité des territoires sur lesquels nous sommes. Notre stratégie à l'international est la même que partout ailleurs. On essaie d'amplifier et d'accélérer. S'il doit y avoir croissance externe sur les métiers tels qu'on l'a pu l'évoquer, quelle sera votre ligne de conduite? Est-ce que ce sont des objectifs de complémentarité des dispositifs? Est-ce que vous avez des trous dans la raquette? Est-ce que ce sont des objectifs de rentabilité? Quelles sont les lignes qui vont conduire votre approche de cette arlésienne qu'on ne voit toujours pas venir de la consolidation bancaire en Europe? Et ça nous met dans une situation qui est franchement extrêmement favorable. Je vais faire le raisonnement très simplement. On dit souvent que pour la consolidation, il y a peut-être un problème de taille critique. Nous sommes la 10e banque au monde. Voilà. On n'a pas de problème de taille critique. Nous n'avons pas de nécessité à croître pour une question de taille critique que nous n'aurions pas. On peut avoir par contre ce besoin aujourd'hui de se dire que dans les mouvements qui sont autour de nous, soyons plutôt des plateformes attractives en termes de collaboration, de coopération, quelle qu'en soit la forme, et en réalité, entre croissance organique et croissance externe, il y a une multitude de formes de partenariats possibles, commerciaux, capitalistiques, qui fait que ce chemin-là est très grand. Et assez paradoxalement, tout le monde essaie d'observer des consolidations globales qui ne se font pas, et peu commentent des consolidations de coopération qui se font beaucoup, et pour le coup, plutôt c'est les plateformes du groupe Crédit Agricole, ce qui est évidemment une grande satisfaction. Pas de budget consacré à la croissance externe communiqué dans le plan. Ça n'a pas de sens. On a toujours été opportuniste au sens, je pense, positif du terme. On n'avait pas prévu, par exemple, de pouvoir acquérir 3 banques italiennes dans le plan, parce qu'on n'imaginait pas que cette opportunité de banques qui nous ressemblent, implantées là où nous sommes déjà, que nous pouvions facilement intégrer au modèle de Crédit Agricole Italie, de Cariparma, qui plus est nettoyé des NPL, des créances douteuses, recapitalisées, bon, voilà, présentant un badwill, donc c'est-à-dire une opportunité d'accroître nos fonds propres. On ne pouvait pas l'imaginer avant, on a eu la proposition, on a eu l'opportunité, on l'a prise. Donc nous restons, c'est très important, quand vous avez cette capacité de ne pas avoir de mouvement stratégique obligatoire, vous êtes assez serein, vous regardez les choses autour de vous et du coup, vous pouvez prendre des opérations de façon opportune, dans l'intérêt évidemment de tous nos partenaires et notamment de nos actionnaires. Alors une banque avec une telle empreinte sur le marché français, on pourrait s'attendre à ce que les paiements soient d'ores et déjà une activité très structurée, très rentable. Là, vous dites, on veut faire des paiements un axe de développement stratégique, on veut investir 450 millions d'euros. Ouais. Ça correspond à quelle logique aujourd'hui? Ça correspond au fait que le monde a changé complètement. Moi, j'ai 37 années de Crédit Agricole maintenant. Et à l'époque, quand on parlait de paiement, les moyens de paiement étaient bancaires. Le chèque, la carte, bancaire. Les acteurs étaient les banques. Voilà. Aujourd'hui, tout ceci n'a pas explosé, mais c'est largement étendu. Les moyens de paiement ne sont pas tous bancaires. Voilà. Le téléphone, le smartphone, ce n'est pas un produit bancaire, c'est un moyen de paiement. Les acteurs dans ce domaine-là ne sont plus seulement des banques. Vous avez plein d'acteurs différents qui viennent là-dessus. Donc le paradigme est beaucoup plus large et l'enjeu, c'est d'être vraiment investi au cœur, au fond du commerce de façon générale, et donc avec les commerces, et les grands, les petits, les moyens, pour être dans l'ensemble de ces flux. Et là, il faut réinvestir. Il faut se rechallenger. On n'est pas en position, au fond, acquise dans ce changement de paradigme. Et donc nous nous mobilisons avec des partenaires, Wildcard notamment, pour avoir
des solutions de e-commerce. Et nous entendons, dans ce nouveau territoire de jeu, investir comme il le faut pour devenir un acteur majeur de ce nouveau monde des paiements au sens large du terme. Ces derniers jours, on a eu l'annonce de la part de Facebook du lancement en 2020 d'une monnaie, d'une crypto-monnaie qui s'appellera le Libra. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir l'arrivée de groupes aussi massifs, avec une base de clientèle aussi large, s'intéresser au métier des paiements et demain sans doute au métier bancaire? Objectivement, c'est terra incognita. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il n'y ait pas de réaction pour l'instant à niveau des autorités. Non pas que ce qu'ils font soit interdit ou soit mal, je ne suis pas sur ce registre-là, mais la monnaie, c'est une convention d'État, ce n'est pas un produit. C'est une convention pour que les échanges puissent se faire, et ça a toujours été une prérogative régalienne pour maîtriser à la fois la sécurité de ces moyens-là et leur quantité, parce que si vous en avez trop ou pas assez, ça peut dérégler beaucoup de choses. Le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs maintenant, et Facebook, c'est 2 milliards ça adresse directement 2 milliards de clients potentiels, qui se disent, je me mets sur ce territoire-là, sans qu'on se réinterroge sur le risque que prennent les États, les banques centrales, à laisser entrer des acteurs de cette nature-là, m'interpelle beaucoup. Je pense qu'il y aura des réactions, il y aura des ajustements, il y aura des règles du jeu qui vont apparaître. Pour l'instant, tout ceci est plutôt nébuleux, sous forme plutôt de promesses ou de surpromesses. Nous allons être très attentifs à cela, mais pour être très sincère avec ceux qui nous regardent aujourd'hui, je pense qu'il faut tous dire qu'on est en terra incognita. Mais Facebook n'est pas en compétition avec nous là-dessus. Il est en compétition avec nos États, avec nos gouvernants, avec nos gouvernements. C'est comme ça qu'il faut expliquer plus globalement et attendre, au fond, de ceux à qui on confie la politique monétaire, de dire quel est leur point de vue en la matière. Alors vous évoquiez tout à l'heure, en début d'échange, l'enjeu de la responsabilité. Le plan que vous avez dévoilé comprend un volet sur la stratégie climat. Les banques sont souvent pointées du doigt sur leur... On est souvent pointé du doigt. Vous êtes souvent pointé du doigt sur beaucoup de domaines, voilà, mais en tout cas sur le financement au secteur énergétique, les banques continueraient à financer des énergies extrêmement émettrices en gaz à effet de serre. Vous avez clarifié votre politique en la matière. Aujourd'hui, quelle est votre stratégie climat? D'abord, il faut apaiser le sujet. Oui, on va faire notre coming out. C'est vrai qu'on finance EDF, qui a des centrales à charbon. C'est vrai qu'on finance Total. Si je pense que Total disparaissait, ça poserait beaucoup de problèmes autour de nous. En réalité, nous sommes dans une société qui est encore beaucoup, peut-être trop, même trop carbonée. Et quand vous êtes la première banque française, vous financez beaucoup cette économie qui est carbonée. La question n'est pas de savoir si nous sommes encore très liés à une économie carbonée, la réponse est oui. C'est de savoir si nous sommes capables d'accompagner, de promouvoir une transformation en finançant les parcs éoliens, en finançant le rééquipement des ménages ou des professionnels pour la transition énergétique. Et là, on s'engage beaucoup. Il se trouve que sur des questions plus globales comme le charbon, de façon assez, au fond, inattendue, tout le monde dit qu'il faut prendre des décisions radicales, mais ce n'est pas les autorités qui les prennent. Donc on attend de la sphère financière, au fond, de changer le paradigme sans que la loi, le règlement, le texte disent quoi que ce soit. Alors on y est allé. Le Crédit Agricole donc, a retroussé ses manches, on a travaillé notamment avec les ONG, et on a regardé quel est le type d'engagement qui paraîtrait sérieux que nous pourrions prendre avec nos clients, avec nos grandes entreprises, parce que la transformation se fera avec elles. Et faisant cela, on a établi un plan qui est concret, qui est précis, qui permettrait finalement d'accompagner nos clients sur des sorties long terme du charbon, parfois en 2030, 2040, 2050, et ça c'est crédible, ça c'est concret. Et ce type d'engagement, pour le coup, a été salué, parce qu'il n'y a rien de caché. La transformation est longue, mais elle est active, elle est un accompagnement, et je pense que les banques, dont le Crédit Agricole, peut servir au fond d'éclaireur dans ce type d'accompagnement. On a une question de François Marette qui vous demande quels sont les principaux objectifs sociaux et sociétaux contenus dans votre plan. En fait, on prend très large. On part de l'inclusivité, parce que je trouve qu'on parle de façon trop caricaturale des problèmes des clientèles fragiles. La réalité, c'est qu'on a des systèmes qui fabriquent de l'exclusion. Et donc, il faut travailler dans l'inclusivité. Et il faut la travailler au cœur de gamme, pas comme des actions de générosité par ailleurs que l'on peut tenir, mais qui ne sont pas centrales. L'inclusivité, par exemple, pour nous, c'est de décider que dans toutes nos offres,
il y aurait toujours une entrée de gamme accessible à tous. Avec ECO, service bancaire de base, vous avez une carte internationale, vous avez une application, vous avez accès à tout le Crédit Agricole, c'est 2 € par mois, point final. Ça crée de l'inclusivité. Si on fait ça partout, pour les assurances, pour la prévoyance, pour tous les types de besoins de clientèle, en fait, on travaille dans nos business sur de l'inclusivité. Et à l'autre bout du spectre, entre le retail et la banque de marché, nous travaillons sur la banque de marché ou la banque de gros, sur les investissements, les transformations qui sont absolument nécessaires. Nous sommes le leader mondial des green bonds. Nous comptons être le leader mondial des social bonds à impact social. Et donc, nous travaillons dans les notre obligations à impact social, c'est-à-dire qui intègrent tout ce qui fait progresser la société. Ouais. Et évidemment, il y a un côté philanthropique à tout cela qui nous va très bien, mais en fait, c'est du vrai business. Tout le monde a compris, en tout cas nous l'avons compris, qu'une banque et ne finance pas responsable, ça va disparaître. Et donc, à la fois, il faut servir la société dans ses attentes, et à la fois, on se met droit dans nos baskets. Ceci, c'est notre business, c'est notre travail de faire en sorte que ce qu'on fabrique soit utile à la société. Au fond, c'est plus une question d'alignement que de changement radical. Et dans un groupe comme le Crédit Agricole, qui par sa nature a plutôt suivi les transformations sociétales, on est plutôt à l'aise pour se remettre bien droit sur ce genre d'objectifs. Alors la transition est peut-être un peu brutale, passer des objectifs sociétaux à la bourse, mais il n'y a pas eu d'électrochoc suite à la publication de votre plan. Tant mieux. Tant mieux, d'accord. Quelle est la lecture que vous avez du parcours du titre, du parcours récent de l'action Crédit Agricole? Le secteur bancaire, c'est difficile. Comment ça se passe pour vous et quelle lecture vous avez sur la valorisation assez faible du secteur dans son ensemble et peut-être de votre titre? Alors d'abord, on peut partager un peu cette frustration du 6 ou du 7 juin. C'est-à-dire que lorsqu'on a présenté notre plan lors de l'Investor Day, dans les minutes de la journée, à 14h, nous montions assez sensiblement. Et puis, il y a eu des annonces, des commentaires à la Banque Centrale Européenne qui a emporté le marché. De +2, on est passé à -1,8. Bon, mais notre plan a été bien accueilli parce que les investisseurs, les analystes, de façon générale, ont considéré qu'on n'était pas dans la surpromesse, qu'on continue notre chemin qui est plutôt un chemin de sérieux, d'opiniâtreté. Et finalement, ce mix qui est de la performance, tout de même, 12,7% de profitabilité, de la fiabilité, du sérieux, ça s'achète bien aujourd'hui, fondamentalement. Et donc, j'ai le plaisir quand même de souligner que si l'environnement, le secteur n'est pas aujourd'hui investi comme il le faudrait, selon nous, mais c'est un autre sujet, pour le coup, le titre Crédit Agricole SA, une nouvelle fois depuis début 2019, est dans le top 3 des valeurs bancaires en Europe en termes de variation de cours. Donc, on est toujours dans le haut du panier avec, c'était un petit peu un challenge pour nous, au fond, cette sincérité de dire, bon, voilà, on ne va pas vous surprendre, on va continuer, on va amplifier. Et je pense que ces messages ont été bien compris. En tout cas, nous, ça nous permet de pouvoir délivrer dans la continuité ce qu'on sait déjà faire, c'est-à-dire fondamentalement, une nouvelle fois, être au service de nos clients, de la société, et puis transformer les ressources humaines et au fond les responsabilités qu'on donne à nos collaborateurs pour être beaucoup plus pertinents dans un monde qui va être de plus en plus digital. Un actionnaire, bien évidemment, va s'intéresser aux revenus qui sont générés par ces investissements. On a cette question de Jean-Luc Poulange qui vous demande quelle sera votre politique de distribution de dividendes, de résultats de dividendes au cours des 3 prochaines années. La même que sur les 3 dernières. Nous avons fait cet effort de clarification en 2016. Nous revenions d'une époque où les dividendes étaient un peu chaotiques et on faisait parfois du paiement en titre. Depuis 2016, c'est 50% de payout en cash systématiquement. Et du coup, nous avons une politique qui est très lisible, qui est très durable. Je rajoute que nous sommes toujours enclins à regarder le paiement du dividende avec un œil bienveillant. Par exemple, lorsqu'en 2017, nous avons eu une surtaxe d'impôt très injuste quand sa concentration sur nous, on l'a mise de côté pour ne pas pénaliser les dividendes. Donc en réalité, le taux de distribution de facto en 2017 était un peu plus élevé parce que nous considérions que nos actionnaires n'avaient pas à être touchés par cet effort fiscal national sur lequel on était beaucoup appelés. Il y a une trajectoire de hausse du résultat, un engagement de distribution. Vous avez un objectif, un socle de dividendes sur les prochains exercices? Non, on donne réellement, on veut vraiment faire passer le message qu'on est à un haut niveau, qu'on peut encore l'améliorer, qu'on peut le faire avec sécurité. On avait donné un floor en 2016-2017. C'était en 2016 parce que 2016 était une année très particulière, c'était l'année de Eureka.
peut arriver à anticiper quels seraient les résultats de la fin de l'année. Et donc nous avions dit, écoutez, dans tous les cas, on fera au moins 60 centimes d'euros. L'année dernière, on était à 69. Donc on pense qu'on n'a pas besoin de remettre un floor à notre trajectoire de dividendes. Et donc on donne simplement aujourd'hui des objectifs de résultats, des objectifs de profitabilité et une politique de dividendes qui est stable, 50% en cash non dilutif. Si jamais vous atteignez vos objectifs en 2022, ça donnerait un dividende au minimum de 80 centimes. Vous avez dit si jamais vous obtenez vos... lorsque nous aurons atteint. Est-ce qu'on a une question de Jean-Christophe Pasquier qui vous demande est-ce que vous envisagez une distribution semestrielle ou trimestrielle du dividende, comme le font d'autres boîtes cotées? Non, objectivement, on n'a pas regardé cela. Vous savez, quand on est un groupe qui raisonne long, la trimestrialité est quand même un sujet qui crée un peu de variabilité. Alors on le fait parce qu'on est dans les normes du marché, mais parfois, par exemple, vous avez des risques weighted assets qui ont monté, le trimestre d'après, ça redescend. Et on voit déjà que la trimestrialité ne donne pas la bonne lecture d'un groupe comme le nôtre, qui est un groupe long, qui est un groupe stable. Donc je pense que l'annualité est pour nous la bonne fréquence du dividende. Philippe Brassac, merci. Vous pourrez retrouver très rapidement la rediffusion de cet échange en ligne. Je vous propose de nous quitter sur une vidéo qui fait le point sur la raison d'être du groupe Crédit Agricole. Bonsoir. Notre finalité, c'est d'être le partenaire de confiance de tous nos clients. Notre solidité et la diversité de nos expertises nous permettent d'accompagner dans la durée chacun de nos clients dans leur quotidien et leurs projets de vie, en les aidant notamment à se prémunir contre les aléas et à prévoir sur le long terme. Nous nous engageons à rechercher et protéger les intérêts de nos clients dans tous nos actes. Nous les conseillons avec transparence, loyauté et pédagogie. Nous revendiquons la responsabilité humaine au cœur de notre modèle. Nous nous engageons à faire bénéficier tous nos clients des meilleures pratiques technologiques, tout en leur garantissant l'accès à des équipes d'hommes et de femmes compétents, disponibles en proximité et responsables de l'ensemble de la relation. Fiers de notre identité coopérative et mutualiste, nous nous appuyons sur une gouvernance d'élus qui représente nos clients. Nous soutenons l'économie, l'entrepreneuriat et l'innovation en France et à l'international. Nous nous mobilisons naturellement pour nos territoires. Nous nous engageons délibérément sur les terrains sociétaux et environnementaux en accompagnant progrès et transformation. Nous sommes au service de tous, des ménages les plus modestes aux plus fortunés, des professionnels de proximité aux grandes entreprises internationales. C'est ainsi que s'exprime notre utilité et notre proximité vis-à-vis de nos clients, et que s'engagent nos 141 000 collaborateurs pour délivrer excellence relationnelle et opérationnelle. Nous sommes le Crédit Agricole. Et notre raison d'être, c'est d'agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société.